Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, faite pour tous ceux qui trouvent que Game of Thrones est compliqué. Vous allez mourir intellectuellement. Les guerres des Diadoques se déroulent après la mort d'Alexandre le Grand, à Babylone. Mais avant de les présenter, une petite recontextualisation s'impose. Le 13 juin 323 avant notre ère, oui la précision est un art, Alexandre le Grand meurt à Babylone et laisse dans son sillage un des plus grands empires du monde, l'Empire macédonien, le 23e exactement. Cet empire regroupe la Macédoine, la Grèce, l'Empire perse allant de la Turquie actuelle jusqu'en Inde, la Judée et l'Égypte pharaonique. Avec tous ces territoires, on se demande comment ça peut mal se passer, au niveau gestion, administration, économie. À sa mort et avec aucun héritier de son sang apte à gouverner, l'Empire est fragmenté entre ses généraux, durant les accords de Babylone. À leur ascension au trône des régions, ils deviennent des diadoques, héritiers, successeurs ou régents, comme vous voulez, qui sont Antipater, stratège du père d'Alexandre qui est respecté de tous par sa sagesse, mais que Alexandre voulait remplacer par un autre avant la guerre, car Antipater était contre la politique d'orientalisation d'Alexandre. Il reçoit l'entièreté de la Grèce. Perdiccas prend le contrôle des forces d'Asie, qui est une union de tous les pays le plus à l'est de l'Empire. Ptolémée détient la régence de l'Égypte pharaonique, qui est la plus grande puissance économique du monde antique. Antigone, lui, va obtenir l'Anatolie, qui est actuellement en Turquie, qui est d'ailleurs la région la plus grosse de Turquie. Lysimaque, lui, va en Thrace, qui est peuplée à l'époque que de guerriers. Enfin, quasiment que de guerriers. Eumène de Cardia, lui, le seul grec, prend la Cappadoce et la Paphlagonie, qui sont des régions merdiques. Ils sont en guerre H24, ils sont en manifestation H24, on dirait les Français de l'époque. Il y a d'autres diadoques qui n'ont pas eu de terre directement, mais plus tard, tels que Séleucos, Cassandre et Cratère. Cratère qui est le tuteur des enfants d'Alexandre. Dit comme ça, on croirait que mettre plusieurs généraux d'expérience et de renom ayant autant d'ambition qu'Alexandre le Grand et ayant à disposition des grosses garnisons est une mauvaise idée. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le cas. Plusieurs avis politiques vont naître entre ces dirigeants. Les unitaristes, qui veulent un empire gouverné par un seul dirigeant. Les scissionnistes, qui veulent une confédération de plusieurs États, qui ont eux-mêmes des rois. Jusque-là, c'est logique. Mais les troubles commencent dans l'Empire, et en moins 322, nous commençons à voir les rivalités entre diadoques. Tout d'abord avec Antigone, qui n'aide pas Eumène, qui a eu la responsabilité des terres les plus dures à gouverner. Finalement, c'est Perdiccas qui vient aider Eumène, et grâce à cela, sa popularité va grandir au sein de l'Empire. C'est un unitariste. D'ailleurs, pendant que Cratère aide Antipater dans une révolte en Grèce, il lui substitue le titre de tuteur des héritiers d'Alexandre. Il est unitariste, il veut l'union, mais pas avec les autres et sous son propre commandement. Faut pas déconner, unitariste, mais que pour sa gueule. Donc une coalition se fait contre Perdiccas, qui lui n'a plus comme allié que Eumène de Cardia. Au fait, je vous ai dit qu'Eumène était le seul diadoque non militaire, mais avant était le trésorier d'Alexandre. Non, mais un banquier, avec une épée, pas terrible comme allié, face à Cratère, Antigone, Antipater, Lysimaque et Ptolémée, qui sont à l'époque les meilleurs stratèges de l'Antiquité. Donc on résume, la première guerre des diadoques est lancée en moins 321, on a un très bon général avec une grosse armée qui a comme allié unique un banquier à cheval qui est la région la plus merdique de l'Empire. Face à une sorte de regroupement de tout ce qui est de mieux niveau stratège en Occident à cette époque, avec une plus grosse armée. Waouh, le suspense est à son comble, on se demande qui va gagner. Perdiccas décide d'aller d'abord attaquer Ptolémée au sud, mais avec un certain Séleucos dans son armée. Tu sens la couille arriver là? Donc Séleucos et l'état-major de Perdiccas décident d'aller l'assassiner avant le combat. Donc là c'est assez drôle, l'unitariste ayant voulu gouverner se retrouve assassiné par ses propres généraux et ayant provoqué la première scission de l'Empire. Tout ça sans même lancer bataille, un visionnaire, un Napoléon avant l'heure. Pendant ce temps, le trésorier repousse la coalition malgré une inexpérience militaire et Cratère se fait tuer lors d'un assaut de ses troupes face à Eumène. Vous êtes surpris, je suis surpris, la coalition a été surprise et le banquier aussi. Donc résumons, 2 des grands diadoques sont morts durant cette guerre. Donc un repartage des territoires doit se faire, avec les accords de Triparadisos.
La régence du territoire et le titre de protecteur des héritiers d'Alexandre est confié à Antipater. Séleucos, lui, obtient la Babylone en remerciement d'avoir trahi Perdiccas. Et oui, car trahir, c'est toujours remercier. Pendant ce temps, Antigone, lui, a le devoir de tuer Eumène de Cardia, et obtient le titre de grand stratège d'Asie, donc toutes les forces d'Asie reviennent à lui. Pendant que Antigone repousse le banquet et reprend l'Anatolie, Antipater meurt et confie son titre à Polypercon, un officier du père d'Alexandre. Mais cela ne plaît pas du tout au fils d'Antipater, Cassandre, et donc raille tout lien avec Polypercon, et commence à former une alliance. Donc Polypercon réplique en se ralliant à Eumène, et donc fait rentrer l'Empire dans la seconde guerre des Diadoques. On est environ à moins 319. Oui, il a fallu 2 ans pour refoutre la merde. Donc bon, tenez-vous bien, beaucoup d'événements vont suivre. La seconde guerre des Diadoques est remplie d'événements. Déjà qu'il n'y en avait pas assez. Je suis mort durant ce script. Donc Polypercon, voyant qu'il n'avait pas beaucoup de chance contre l'Alliance, s'allie aux cités grecques et les amnistie pour la rébellion qu'ils ont engendrée durant la guerre de l'Amniaque contre Antipater. Sauf que Athènes, elle, décline l'offre de Polypercon et traite avec Cassandre. Pendant ce temps, dans les feux de l'amour de Macédoine, Eurydice, l'épouse de Philippe II, le demi-frère d'Alexandre, se demande si elle ne pouvait pas un peu foutre la merde elle aussi, et donc décide de s'allier avec Cassandre. Donc, il devient le régent de l'Empire. Mais Olympia, la mère d'Alexandre, alliée de Polypercon, devient jalouse que cette salope d'Eurydice puisse changer l'histoire, et donc réussit à capturer avec une petite troupe ce petit couple, et les exécute. Et oui, le meurtre c'est familial. Mais ne surtout pas oublier Cassandre qui revient en Macédoine et donc tue Olympia, car on ne joue pas avec ses alliés. Et puis la femme et le fils d'Alexandre allaient en prison. Voilà, faut pas déconner. Et donc après, se marie avec la demi-sœur d'Alexandre pour se rattacher à sa dynastie. Pendant ce temps, Eumène, lui, prend des territoires à Ptolémée, va jusqu'en Asie. Il est fort ce con quand même, hein, mais se fait rattraper par Antigone, qui le condamne à mort. Il est fort, mais ça n'a pas été longtemps non plus. Mais Antigone, lui, du coup, garde les territoires d'Asie et chasse Séleucos de Babylone. Alors tous ces événements se passent entre moins 318 et moins 316. Nous, vous voyez, hein, en 2 ans, on vote des lois, on essaie de changer la constitution, mais on n'y arrive pas. Tandis que eux tuent des familles, des cités, des dynasties et changent les frontières à peu près tous les 2 mois. Voilà, ils n'ont pas le niveau technologique qu'on a là, mais durant l'Antiquité, tout était rapide, surtout les meurtres. Ça, c'est bien les meurtres. Donc, maintenant, en moins 315, Antigone est un peu perdu. Il n'a plus d'alliés, donc s'allie à Polypercon, et déclenche par cela la troisième guerre des Diadoques. Je dis pas trop les dates, mais dites-vous que c'est jamais très loin, hein. Comme vous avez vu, c'est rapide, tout est rapide. Et même à se demander comment ça a pu l'être aussi rapide. L'alliance, elle, qui compte Antigone et Polypercon, est composée de Ptolémée, Séleucos, Cassandre, Lysimaque, et envoie un ultimatum contre Antigone, mais ça n'a aucun effet. Donc, c'est à ce moment où les événements vont moins vite. En moins 314, Antigone crée la Ligue des Nésiotes, qui regroupe toutes les petites îles grecques et en fait un appui pour ses futures conquêtes en Grèce. Il porte les attaques vers Lysimaque. Et oui, le seul vrai figurant de ces guerres. On n'a jamais entendu parler de lui avant, il n'a rien fait, mais en tout cas, il est là, et c'est un diadoque. Dans le même temps, le fils d'Antigone, Démétrios, lui, défend la Syrie, mais est battu lors de la bataille de Gaza en moins 312 par les troupes de Séleucos et Ptolémée. Donc, de cette victoire, Séleucos reprend la Babylone et tous les territoires d'Asie. Antigone donc prend peur et entame des négociations de paix et conclut la paix en moins 311. D'ailleurs, c'est son nom, la paix de moins 311. Oui, à force, on donne plus de vrais noms aux paix ou aux accords, hein, sinon on s'y retrouve plus. Cette paix ressemble plus aux anciens accords de Babylone qu'autre chose. Le seul changement notable est le fait que Cassandre est confirmé en tant que stratège d'Europe, et que Séleucos, lui, ne prend pas part aux accords, et donc est toujours en guerre contre Antigone. En moins 310, Cassandre fait exécuter la femme et le fils d'Alexandre. Une tradition grecque que les Macédoniens ont repris. Quand même. Ptolémée s'étant approprié Chypre et une partie des îles anatoliennes, grâce à cela il mène une campagne contre Cassandre, dans l'idée de former une confédération d'États
qui seraient alliés à lui. Mais la présence de la flotte d'Antigone dans la mer Égée et de Démétrios au sud rend difficile cette campagne et donc Ptolémée signe un accord de paix avec Cassandre. En -305, avec la présence de Ptolémée en Grèce, Démétrios reprend alors Chypre et les territoires anatoliens qui étaient avant aux mains de Ptolémée. C'est à ce moment-là que Antigone avec Démétrios se proclame roi, prenant le titre de Basileus, se désignant ainsi comme successeur d'Alexandre le Grand, faisant alors leur propre dynastie, la dynastie antigonique. En réponse à cela, Ptolémée et Séleucos se déclarent alors aussi Basileus, et ainsi inscrire leur propre dynastie, la dynastie ptolémaïque et la dynastie séleucide. C'est la naissance des grands royaumes hellénistiques, c'est-à-dire des royaumes grecs ou macédoniens. Bon, des royaumes grecs avec une grande majorité de peuples non grecs, avec une armée non grecque, mais avec un roi grec. Enfin pour certains. Après son succès à Chypre, Démétrios va assiéger Rhodes, qui est indépendante mais tout de même alliée de Ptolémée. Ce siège va durer 1 an, et est considéré comme un des plus grands de l'Antiquité. Démétrios échoue, malgré les moyens mis en œuvre. Ptolémée, qui a apporté son soutien à Rhodes, devient Ptolémée Soter, c'est-à-dire Ptolémée le Sauveur. Pour célébrer leur victoire, Rhodes fait faire une statue qui devient une des plus grandes merveilles du monde, le colosse de Rhodes. Démétrios alors se réinstalle à Corinthe et tente de restaurer la ligue du même nom. Et pendant ce temps, face au pouvoir grandissant de Antigone et de Démétrios, une nouvelle alliance se forme. C'est la 4e guerre des Diadoques. Alors, cette alliance regroupe notre figurant préféré, c'est-à-dire Lysimaque, Cassandre qui est à l'agonie, et Séleucos. Ptolémée étant coincé au sud, ne peut pas remonter au nord. Cette alliance bat Démétrios et Antigone à Ipsos, en -301, grâce notamment aux éléphants ramenés d'Asie par Séleucos. Antigone meurt durant cette bataille, mais son fils Démétrios parvient à s'enfuir. Cassandre reprend le contrôle de la Grèce, suite à la bataille et aussi à la mort de Polyperchon de vieillesse, qui contrôlait toujours le Péloponnèse. Mais Cassandre, en -299, meurt d'un œdème. Démétrios en profitera pour reprendre la Grèce et tue les 2 fils de Cassandre. Une tradition, je vous ai dit, on peut pas comprendre nous, occidentaux. Ensuite Démétrios pousse au nord, profitant de l'emprisonnement de Lysimaque par un peuple barbare pour lui déclarer la guerre. La guerre, c'est savoir attaquer, surtout quand l'ennemi est le plus faible et de préférence dans le dos. Mais c'est alors, attention, retournement de situation, que les Diadoques rivaux, qui ne sont plus vraiment des Diadoques, plus des Basileus, à part Lysimaque, s'allient à un général contrôlant l'est de la Grèce, se nommant Pyrrhus. Démétrios est vaincu par celui-ci, et est même lâché par son armée, qui s'allie à Pyrrhus. Démétrios s'enfuit alors vers l'Asie, mais sera retrouvé et emprisonné par Séleucos. Il va mourir quelques années plus tard, en prison. Mais son fils Antigone II réussit à conserver certaines possessions en Grèce. Lysimaque et Pyrrhus, ceux-ci se partagent le nord de la Grèce. Et c'est alors que Lysimaque, le figurant jusqu'alors, est promis en tant qu'acteur principal de cette époque. En -285, il va être pris d'une certaine soif de pouvoir, après avoir récupéré une grosse partie de la Macédoine et de la Thessalie à Pyrrhus. Manipulé par sa femme, Lysimaque assassine son propre fils. Un sport national aussi en Grèce à cette époque-là, tout le monde le faisait. La mythologie en parle, tout le monde le faisait. C'était courant, c'est une tradition. Il faut perpétuer la tradition. Et il le fait très bien. Sa femme, qui est une fille de Ptolémée, prend peur et se réfugie chez Séleucos. Elle va le convaincre d'attaquer Lysimaque. La salope! Une grande bataille va faire rage à Couroupédion, entre Séleucos et Lysimaque. Et c'est alors que Lysimaque est tué en -281. Séleucos voit une opportunité pour refonder l'empire d'Alexandre le Grand. Mais il se fait assassiner par un fils de Ptolémée qui combattait avec lui. Le karma is back. Avec la mort de Séleucos, c'est le dernier des Diadoques qui meurt, car même Ptolémée est mort de vieillesse en -283. Les fils des Diadoques, que l'on nomme Épigones, vont restabiliser les régions des royaumes helléniques et vont faire perdurer leur dynastie, avec Ptolémée II en Égypte représentant la dynastie ptolémaïque, Antiochos Ier
le fils de Séleucos, représentant la dynastie séleucide, et enfin Antigone II, représentant la dynastie antigonique. Et de ce chaos dans le monde hellénique, la cité-État de Rome en a profité pour s'élargir et fédérer les terres aux alentours. Ce que nous devons retenir de ces événements, c'est que sans union ni unité nationale, ici impériale, il ne peut y avoir d'union ou de stabilité dans un pays. Car de cet empire, s'il ne s'était pas entretué pour fonder des royaumes indépendants, cet empire aurait tout simplement roulé sur tous ses opposants. Au lieu de parler français sur des bases latines, peut-être que nous aurions parlé français sur des bases helléniques. Et retenez bien ceci, l'histoire est inutile qu'à celui qui n'en tire aucune compréhension des événements. Bienvenue sur Noctuna.